Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour François, merci à toi. C'est la deuxième fois qu'on se parle et ça me fait très très plaisir. Ça me fait très plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Tu peux nous dire où tu es? Et bien là, je suis à Playa del Carmen, qui est sur une destination touristique vraiment énorme en Amérique du Sud, la plus grosse, on peut dire, qui est ce qu'on appelle la Riviera Maya, Ok. qui est au sud de Cancun, toute la côte Caraïbe qui est au sud de la ville de Cancun, dans la péninsule du Yucatan. On a échangé il y a quelque temps Oui, sur ton activité qui est de réceptif en Amérique du Sud, oui, avec un fort attachement au Pérou. oui, Euh, et puis lors de nos échanges, eh bien, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être un réceptif, tu avais une expérience incroyable autour de la coopération, oui. aussi bien au Pérou, mais que dans d'autres destinations. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'échanger tous les deux et que tu nous partages un peu ton expérience autour de la coopération. Car c'est un élément important sur toutes les destinations qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, on est obligé, c'est nécessaire de vraiment engager l'ensemble des parties prenantes autour d'un projet commun pour qu'il soit juste, équilibré et qu'il fasse sens pour tout le monde. Alors pour ça, j'aimerais que tu nous racontes un peu, avant d'être réceptif, c'est quoi ton chemin de vie? Mon chemin de vie, oula, là c'est. En quelques mots, hein? Oui, oui, en quelques mots, je vais essayer d'être concis. Mais déjà, j'ai déjà une caractéristique qui est que toute mon enfance et mon adolescence, de par le travail de mon père, on n'a jamais vécu plus de 1 an, 2 ans au même endroit. Donc, à l'âge de 10 ans, j'étais déjà passé par 7-8 écoles. Enfin voilà, j'avais eu des camarades de classe qui avaient l'accent du sud vers Martigues, d'autres qui avaient l'accent un peu ch'ti à côté de Calais. Voilà, et puis vers Lyon, à Paris aussi. Donc déjà, ça c'est une sacrée expérience parce que bah, tu n'as pas de stabilité. Ta seule stabilité, c'est la stabilité que tu as avec ta famille. Mais passer toujours d'un endroit à l'autre, changer d'école. Je me souviens d'une année quand j'étais gamin, je devais avoir 7-8 ans, j'ai changé d'école 3 fois dans l'année. À chaque fois, cette nécessité de se réadapter. Et puis après c'est le rêve parce que je pense qu'il faut écouter ses rêves parce que quand j'avais 9 ans, la maîtresse a dit simplement ces mots. Elle a dit Titicaca Inca, euh, les Andes. Et à partir de là, il n'y avait pas Google, bien sûr. Ben, j'ai plus jamais arrêté de lire, de regarder des atlas et de voir tout ce que je pouvais voir, écouter sur les Andes, sur le Pérou, sur les Incas, sur l'Amérique du Sud, sur le lac Titicaca, Machu Picchu. Et après, c'est le destin aussi, parce que, bon, après, je suis parti à Chamonix. À Chamonix, j'ai fait beaucoup de montagnes. Ensuite, j'ai étudié à Grenoble. J'ai fait des études de langue et anglais-espagnol et des études de politique internationale. Et un de mes profs d'espagnol en civilisation hispano-américaine était un ethno-historien. Je lui rends hommage aujourd'hui, Sergio Guarisco, un ethno-historien péruvien qui enseigne encore aujourd'hui en France et qui nous a fait un cours qui était un véritable cauchemar pour tous les étudiants, mais que moi je baignais j'étais dans le bonheur quand j'allais à son cours, parce que il nous a expliqué tout ce qu'était la civilisation aztèque, les Mayas, les Incas. Alors, évidemment, il parlait en espagnol et il donnait tous les noms des dieux aztèques ou mayas en langue nahuatl, par exemple. Hein. Donc, il parlait de Chalchutlicue, la déesse à la jupe de serpent, de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Topiltzin-Quetzalcoatl. Et donc, tout ça, moi, ça me rentrait dans la tête, mais d'une manière tellement facile que c'était un bonheur.
Et à la fin de mes études, je disais toujours à ma copine à l'époque, il faut que j'aille en Amérique latine passer au moins un an. Elle me disait, non, non, on va se marier, on va faire des enfants. Je n'étais pas très convaincu. Et au moment où on a fini mes études, j'ai un copain qui m'a dit, mais Antoine, tu parles espagnol, tu aimes bien faire de la montagne, tu veux pas aller au Pérou? Il cherche quelqu'un pour emmener un groupe de touristes d'urgence, aller faire le chemin de l'Inca pour aller au Machu Picchu, et ensuite se balader dans le reste du pays, au lac Titicaca, et terminer par un trek et l'ascension d'un sommet à presque 6000 mètres dans la Cordillère Blanche. Et j'y croyais pas. Une semaine après, j'étais au Pérou. Et après, tout m'a toujours ramené au Pérou. Et ensuite, bon, bah, ensuite, j'ai découvert le reste de l'Amérique du Sud. J'ai découvert ensuite l'Afrique. Mais je pense que c'est le rêve parce que à partir du moment où la maîtresse a montré la carte, et je me souviens toujours de la carte, mais toute mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune homme a toujours été axée sur voyager, apprendre des langues, aller à la découverte des autres, connaître d'autres pays, d'autres continents. Et je ne rêvais, je ne pensais qu'à ça. Donc forcément, il y a un moment donné où c'est arrivé. Et qu'est-ce qui te fascine, dans la culture péruvienne? Dans la culture péruvienne, alors j'ai vécu au Brésil, en Grèce, au Cameroun. Je suis passé un peu partout dans l'Amérique du Sud, au Mexique maintenant. J'ai voyagé dans pas mal de pays et le Pérou est un pays fascinant parce que le Pérou, c'est un des 6 pays de méga biodiversité du monde. Et on y trouve 80%, un exemplaire de 80% des zones de vie qui existent sur la planète. Donc au Pérou, tu peux te retrouver dans le Sahara, tu peux te retrouver dans la forêt vierge, tu peux te retrouver dans la savane africaine, tu peux te retrouver dans des paysages, dans des endroits euh, que normalement on place sur d'autres continents, dans d'autres pays. Et ça donne une diversité, ça donne une diversité culturelle, gastronomique, au niveau des danses, de la musique, de la culture même, parce que c'est un pays qui est grand comme 2 fois la France. Hein. Et il ne faut pas l'oublier, on imagine toujours le Pérou comme un pays andin, mais c'est un pays principalement amazonien, parce que 60% du territoire du Pérou est en Amazonie. 10% c'est le désert côtier, entrecoupé d'une quarantaine de rivières, et qui descendent des Andes, les Andes qui ne représentent finalement que 30% du territoire. Mais il y a toute cette diversité linguistique aussi, 49 langues indigènes. Les principales sont le quechua que j'ai appris et l'aymara. Et puis tous ces sites Inca qu'il y a dans la région de Cusco et ailleurs, avec bien sûr le plus connu, Machu Picchu, qui sont des endroits fascinants. Et puis des peuples comme le peuple Kéros, et ça on peut en parler après, chez qui je suis allé aussi, et où j'ai commencé un peu mon aventure sur, sur le tourisme durable, sur les préoccupations concernant, c'est là que me sont nées un peu les préoccupations concernant l'impact du tourisme, surtout chez un peuple autochtone, qui sont considérés comme les derniers Incas. On peut dire que c'est un petit reste de, de cité Inca dans les Andes, dans un endroit complètement perdu, qui a évolué bien entendu, mais qui conserve quand même énormément de traits culturels de l'époque où ils vivaient dans l'empire des Incas. Donc il y a toute cette fascination depuis l'âge de 9 ans pour les Incas, pour les Andes, qui a toujours été mon moteur, ma motivation. Même si, même si je suis allé ailleurs, même si j'ai exercé au Cameroun, même si je me suis intéressé à beaucoup d'autres pays dont je garde un très bon souvenir. Le Yémen, par exemple, c'était fantastique, non? Apprendre Mmh. l'arabe avec les Yéménis en mâchant du khat dans les Mafredj, traverser le désert. Enfin, c'était une expérience incroyable aussi.
Alors tu as dit que, le peuple Kéros, heu, l'expérience que tu as vécue avec eux, Oui. t'a sensibilisé à la notion de tourisme durable. Peux-tu nous en dire un peu plus? Ça veut dire quoi dans le concret? Dans le concret, ça veut dire que euh, je connaissais déjà les caractéristiques du tourisme sur la région de Cusco. J'avais déjà vu que la majorité des agences, de la plus petite à la plus grande, proposaient pratiquement à 80-90% toutes la même chose. Hein, sortir des sentiers battus n'était pas vraiment la culture locale. Et lorsque je suis arrivé grâce à un anthropologue, Yann Leborgne, hein, qu'il soit remercié ici, chez les Kéros, ben là je me suis rendu compte que j'arrivais sur un territoire qui était complètement vierge de tourisme. Il y avait personne, il y avait juste quelques anthropologues qui étaient venus, quelques ethnomusicologues qui étaient venus faire des enregistrements, des photographes, euh, des gens qui étaient venus filmer aussi, hein, mais très très peu de tourisme, enfin vraiment pratiquement rien. Mais par exemple, je me souviens d'un Kiro qui disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent les touristes? Pourquoi ils viennent ici? Ils veulent chercher de l'or, ils veulent nous voler nos terrains, nos troupeaux. Voilà, ils ne comprenaient pas bien pourquoi, quelle était la motivation des gens de venir sur leur territoire si ce n'était pas pour un objectif économique, pratiquement, hein. Mmh. Donc, et ce qui m'a fasciné, c'est que dans les premiers séjours que j'ai fait chez les Kéros avec cet anthropologue, avec Yann Le Borgne, bah, de comprendre en fait que j'étais chez des gens qui n'avaient été entre guillemets découverts qu'en 1955 par une expédition anthropologique de l'université de Cusco, qui était sous le joug d'un grand propriétaire terrien, latifondière, d'origine espagnole, mais seulement depuis le 19e siècle, et qui avait échappé pratiquement aux affres de la conquête pendant les trois premiers siècles de l'installation des Européens, des Espagnols, l'époque qu'on appelle la colonie. Donc les Kéros, à cette époque-là, n'ont pratiquement pas eu de contact. Alors bien entendu, ils ont perdu le contact et tous les liens qui étaient tissés avec les autres communautés, avec la capitale, Cusco, avec le reste de l'Empire, mais ils sont restés sur leur territoire et aujourd'hui, il y a des pistes qui ont été tracées un peu n'importe comment au bulldozer, mais je me souviens que la première fois que Yann Le Borgne m'a emmené là-bas, on a marché toute la journée, on est arrivé de nuit et c'était vraiment très très difficile de comprendre l'enchevêtrement des combes, des vallées, des hauts cols pour arriver sur leur territoire. Donc je pense que ça a beaucoup participé à leur isolement. Et puis ils vivent sur le flanc amazonien des Andes, entre 2000 mètres et 5000 mètres, un mode de vie semi-nomade sur 3 étages écologiques. Et derrière eux, ils ont une barrière glaciaire qui les coupe du reste des Andes et qu'il faut contourner pour arriver sur leur territoire. Donc, pas franchement facile. Et puis aussi un territoire très difficile au niveau climatique. Je me souviens de mon copain Franck Charton, un photographe, photoreporter que j'ai emmené là-bas et en pleine saison des pluies et qui a vraiment souffert parce que c'était vraiment, il m'a dit, il m'a dit, ça fait 20 ans que je cours le monde chez les peuples indigènes et ça, c'est une des 2 ou 3 expéditions les plus difficiles que j'ai pu faire. Voilà. Mais moi, je me suis senti tout de suite, dès le premier voyage chez eux, je me suis senti tout de suite chez moi. Je me suis senti familiarisé. Et puis, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut organiser un tourisme sur leur territoire? Parce qu'ils voulaient du tourisme. Et j'ai fait d'ailleurs un voyage de recherche. Ça a été pour un master en études du développement avec l'Université de Genève. Et c'était justement, j'ai fait le master justement pour aller à leur rencontre dans toutes les communautés. Et là, j'ai fait une expédition d'1 mois et demi
pour aller à la rencontre de toutes les communautés. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'internet, il y a pas de téléphonie cellulaire, il y a aucun contact avec l'extérieur. J'étais avec un muletier avec mes bagages dessus et on a passé plein de cols à l'aller comme au retour. Et j'ai réuni des assemblées pour parler de tourisme avec eux. Et je me suis rendu compte que voilà, ils se demandaient ce qu'était le tourisme, ils voyaient qu'il commençait à y avoir quelques petites incursions et ils se posaient les questions, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils veulent, comment est-ce que nous on peut travailler et en bénéficier, quels sont les dangers de leur arrivée. Euh, et finalement, voilà, malgré tout ça, ben, nous on veut du tourisme pour nos enfants, on veut du travail pour nos enfants, donc à partir de là, j'ai commencé à travailler sur un programme de développement du tourisme. Mais dans notre monde, ce qui vient d'en bas a beaucoup de mal à remonter. En général, les approches sont toujours top-down, comme on dit en anglais, hein. Ça vient d'en haut, voilà, c'est décidé d'une manière technocratique, technique. On dit voilà, ce peuple vit de telle manière, il a ces besoins-là. On a décidé que ça serait comme ça et que le mieux pour eux, ce serait d'organiser le tourisme de cette manière-là. À l'inverse, c'est beaucoup plus difficile de faire remonter les désirs, les préoccupations d'un peuple qui veut du tourisme, mais qui veut en même temps le faire bien, en bénéficier sans protéger en même temps. C'est un peu difficile, hein. Arriver à construire un projet avec eux et ensuite l'amener petit à petit en remontant la pyramide des autorités. Bah, je me suis attelé à ça. Ça m'a pris des années et ça a apporté certainement des choses, mais pas forcément ce que nous avions prévu. Voilà. Euh, donc c'est là que j'ai appris, véritablement toutes les difficultés, toutes les techniques, toutes les attentes aussi, la gestion des attentes des gens aussi, ça c'est important à connaître. Et puis, euh, et puis cette conclusion qui m'est venue seule sur le fait que en fait la durabilité, je crois que c'est pas seulement dans le tourisme, c'est la communication et c'est une communication interculturelle. Parce que tant qu'on va, et ça je l'ai vu au Cameroun aussi, avec des échecs retentissants, tant qu'on va dans une approche technocratique, le même modèle pour tout le monde, sans considérer la culture des gens. Des exemples bêtes, je te prends un exemple vraiment complètement bête, ridicule. Euh, où une ONG est arrivée dans une communauté et a dit non, c'est pas possible, les femmes vont faire pipi en dehors de la maison, ok, elles s'éloignent de la maison, mais elles vont faire pipi dehors, comme ça, dans la nature, on va leur faire des toilettes. Alors, on fait un projet, bien entendu, il y a un spécialiste qui rédige le projet, on voit la faisabilité du projet, on en parle avec les autorités du village qui dit ah bah oui, pourquoi pas, merci, tout ce que vous pouvez nous apporter, on veut bien le prendre. On construit des toilettes ou des toilettes où seule une personne peut rentrer et faire pipi à l'abri du regard des autres. Et on se rend compte par la suite que ces toilettes n'étaient pas utilisées par les femmes. Elle continuait d'aller dans la nature faire pipi. Pourquoi? Parce que depuis 4-5 heures du matin où elles se réveillent jusque vers 8-9 heures le soir où elles peuvent enfin s'endormir, elles ont seulement de rares moments où elles peuvent parler, se raconter des histoires, etc. Et un de ces rares moments, c'est d'aller faire pipi ensemble. Ah, excellent. On va dans la nature, on est à deux ou trois, on a les jupes et les jupons qui nous couvrent, on est accroupi, on fait pipi, mais pendant ce temps-là, on échappe aux hommes, on échappe aux obligations et on peut se parler, on peut se raconter des histoires vite fait en passant. Voilà, tu crois qu'elle va se marier avec machin, la fille de truc là, enfin voilà, il y a une communication. Donc ne pas prendre en compte cet aspect-là en décidant d'une manière technocratique, vous avez besoin de toilettes, voilà, ça a entraîné
ça a entraîné l'utilisation coûteuse et inutile de ressources pour un résultat qui est nul. Nul. Et cet exemple de toilette, tu peux l'amener sur des programmes énormes qui sont des programmes créés avec multi-acteurs, avec la coopération britannique, avec le financement des Allemands, avec un apport technique de l'Organisation mondiale du tourisme, etc., etc., etc. Et avec des ONG, avec les volontaires du progrès qui viennent en donnant des volontaires pour travailler sur le projet, etc., etc. Et tout ça est très, très coûteux. Et on décide pour les gens, voilà, vous avez besoin de ça, et on fait un énorme programme de développement, et puis on revient 10 ans après, et ça marche pas. Pour les mêmes raisons, parce que il n'y a pas de communication avec les locaux, parce qu'on ne prend pas en compte leur culture, leurs véritables besoins et, et leur mode de vie. Voilà. Donc quand tu dis communication, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est instaurer un dialogue, Mhm. une conversation, une communication qui cherche à comprendre et à accepter et à assimiler les besoins de chacun, sans les juger ou sans les comparer par rapport à nos modes de vie personnels, Exact, occidentaux ou quoi que ce soit. exact. Donc c'est vraiment changer de la posture, ça va au-delà de la communication et je dirais même du dialogue. C'est-à-dire Mhm. que on doit se mettre dans une posture vraiment d'altérité, à chercher à Exactement. Ouais, ouais. comprendre comment Mhm. les gens vivent et qu'est-ce qui est important pour eux et ce qui est important pour eux n'est pas forcément essentiel pour nous et vice versa. Mais Exactement. l'accepter et le prendre en compte. Et ça, Oui. c'est extrêmement difficile à faire parce qu'on n'est pas formé pour ça, on n'a pas été éduqué pour ça. Comment on fait? On n'a pas été éduqué pour ça, et c'est pour ça que lorsque je vois des agences ou des tours opérateurs français qui sont d'excellents professionnels par ailleurs dans leur métier, qui sont vraiment très très bons, qui ont des préoccupations qui visent à la durabilité, je me souviens d'Atalante qui avait créé la charte éthique du voyageur, c'était un grand pas en avant. Mais voilà, la charte éthique du voyageur, c'était un pas en avant depuis leur vision. À l'époque, je disais, il faut mettre de l'ONG dans le tour opérateur et du tour opérateur dans l'ONG qui s'occupe de tourisme. Parce que de l'autre côté, l'ONG aussi, c'est pareil. Eux, ils ont leur vision. Ils créent des structures. Ah bah, on va vous faire un lodge, comme ça, vous pourrez attirer des touristes. Ok, mais on va pas en vacances dans un hébergement, on va en vacances dans un territoire. On veut que ce territoire soit interprété, on veut le comprendre, on veut le traverser. Si le lodge est pas mis en relation avec d'autres structures, ne correspond pas à la logique des opérations des opérateurs touristiques locaux, s'il n'y a pas du marketing qui est fait, ce que les ONG ne font pas. Hein. Euh, le lodge ne fonctionne pas. J'ai vu des belles constructions dans les Andes qui avaient été transformées en entrepôts pour les patates ou pour le fourrage des animaux, voilà, et qui ne servaient absolument pas de lodge, alors que c'était de très belles structures qui étaient faites parce on n'a pas pris en compte les autres. Voilà. Alors, il y a le fait, comme tu dis, de prendre en compte l'altérité, et ça, ça ne peut se faire que dans des projets multi-acteurs, hein, où on a forcément l'intervention, ben, peut-être jusqu'à des professionnels qui sont des anthropologues, des ethnologues, voilà, et qui sont capables de dire et de définir par rapport aux objectifs du projet. Oui, mais ça correspond pas du tout à leur manière de voir la vie et à leur manière d'organiser leur vie ensemble et à leur manière de voir le monde. Donc, je pense que quand on va chez les gens, il faut vraiment comprendre ça c'est la base, pour ensuite en parler, et il faut les intégrer dès le départ dans n'importe quel processus de développement d'une destination, d'un projet de tourisme, d'un programme sur un territoire peut-être un peu plus grand. Il y a vraiment une nécessité d'intégrer les acteurs locaux, même en utilisant
des interprètes s'ils ne parlent que le quechua ou l'aymara, par exemple, dans les Andes. Hein, voilà, ça c'est une règle de base, en gros, que la population d'accueil soit intégrée à tout processus de planification du tourisme sur leur territoire. Ça, si cette condition n'est pas respectée, on peut faire n'importe quel projet et il y aura forcément des erreurs, il y aura forcément des choses qui ne marcheront pas et peut-être même que le projet en entier ne fonctionnera pas du tout. Si on veut parler de tourisme durable, il ne faut pas focaliser sur les touristes, il faut focaliser sur la qualité de vie des habitants de la destination. Si on améliore la qualité de vie des habitants de la destination, on améliorera automatiquement la destination et l'expérience touristique. Mais ceci dit, il faut se mettre aussi, des limites. Et comment ne pas dépasser ces limites quand justement des intérêts économiques, se joignent à ça et on est donc quand même dans une culture de toujours plus et donc on a toujours envie d'avoir un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ma question, c'est pour toi, c'est quoi heu, les principes et la base de la coopération. Justement pour monter des projets où il y a une vision commune, où chacun se retrouve, où on prend en compte, les points de vue de chacun et qu'on les intègre justement dans un projet pour, faciliter une coopération où tout le monde y trouve ce «son compte» entre guillemets. Mais je pense que tout doit partir de ce qu'on appelle le territoire. Et quand je dis territoire, il ne faut pas confondre territoire avec paysage. C'est pas moi qui le dis, hein, les géographes le savent depuis longtemps. Le territoire, c'est le paysage, mais transformé par les gens qui y vivent et qui y ont créé un mode de vie, une manière de voir le monde, une manière d'être en relation, d'être ensemble, qui leur a permis d'utiliser les ressources abondantes ou rares de ce territoire pour pouvoir simplement l'habiter, y vivre et, si possible, en harmonie avec l'écosystème de ce territoire. Euh, les Kéros sont un bon exemple pour ça, parce que, enfin jusqu'à peu, parce qu'ils ont une vision du monde euh, où ils ne sont pas en dehors du territoire. Je vais peut-être aller un peu loin, mais tu vois, à la Renaissance, on a changé notre vision du monde en Europe. On ne fait plus partie du monde. Nous devenons sujets de l'histoire et nous transformons tout ce qui est autour de nous en un objet. Et l'étymologie du mot objet, c'est que je rejette hors de moi. Donc, le monde devient un objet. Moi, je ne fais plus partie de ce monde. Ce monde, je peux l'observer, je peux l'étudier, je peux le mesurer. On invente la science. Et je peux en extraire des ressources pour les mélanger et créer un mode de vie meilleur, etc., etc. Puis là, bah là, on a la révolution industrielle, on a les sciences et techniques, on a, voilà, nous sommes extraits du monde. Et puis nous avons cette vision du temps que nous croyons universelle, parce que c'est la nôtre, qui est le temps linéaire, hein, qui est lié à la croissance. Hein. La linéarité du temps et ce qui est aujourd'hui est forcément mieux que ce qui était hier. Et ce qui sera demain sera forcément mieux sur le plan technique, scientifique, du mode de vie, des ressources que ce qui est aujourd'hui. On voit très très bien aujourd'hui les limites de cette forme de pensée. Ce qu'on ne sait pas, c'est il y a d'autres peuples antérieurs à nous, comme les Mayas, qui sont nos contemporains, qui ont une autre vision du monde qui est plus cyclique, qui ne prend pas en compte ce mythe de la croissance permanente et cette confiance, mais je dirais presque en utilisant un terme religieux, ce qui est paradoxal, cette foi quasi absolue en la science et la technique, qui est la technologie. Hein.
la divine science, la divine technologie qui va résoudre tous nos problèmes. On voit aujourd'hui très bien, je pense qu'on n'a pas besoin d'insister et de partir sur cette conversation-là, mais on voit aujourd'hui très bien les limites de cette mentalité. Donc, euh, quand on va chez les autres et qu'on veut y emmener des gens qui viennent de chez nous, je pense que le plus intéressant, beaucoup plus que la photo qui prouve qu'on y est allé ou simplement goûter leur gastronomie, c'est avoir des ponts, avoir des gens qui sont capables de faire le pont entre les deux cultures et de leur dire, oui, mais regardez, vous pensez comme ça, mais eux, ils voient le monde comme ça. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Voilà. Chez les Kéros, il y a une autre vision du monde. Il y a une vision du monde où on fait partie de la nature et où il y a une interaction entre nous et les entités invisibles de la nature, hein, qui sont les esprits des montagnes, l'esprit de la terre. Et donc, il faut respecter ces esprits parce que sinon, on encourt leur colère ou leur châtiment. Euh, Moins d'eau pour les bêtes, euh, il fait plus chaud, on a plus de difficultés à semer. Donc, de temps en temps, et ça c'est central dans la culture des Kéros et dans beaucoup de cultures d'ailleurs indigènes, de temps en temps il faut redonner, il faut faire des offrandes, il faut redonner à la terre, redonner pour demander leur protection, pour leur dire qu'ils ne se fâchent pas, que, voilà, que nous sommes, que nous faisons partie d'eux et que nous dépendons d'eux, et pour les remercier. Hein, on parle beaucoup aujourd'hui sur Facebook, etc. Il faut être dans la gratitude et le lâcher prise et tout ça. Voilà, mais là, on est dans la gratitude, dans presque la demande de pardon, parce que cette cérémonie d'offrande, elle vise à rétablir l'équilibre qu'on a peut-être rompu avec les esprits de la nature. Mais comment tu crées ces ponts justement pour créer des expériences qui sont respectueuses, des différentes cultures, des modes de vie, de ces personnes qui nous accueillent et en même temps, qui sont source d'enrichissement, humain pour les personnes qui vivent ces expériences? C'est simple, j'essaye d'éliminer le plus possible, c'est pas facile, j'essaye d'éliminer le plus possible ce qui marque une différence. Alors bien entendu, je ne peux pas obliger les gens qui s'adressent à moi pour aller chez les Kéros, par exemple, à dormir sur une peau d'alpaca avec une couverture, en étant tous tassés les uns contre les autres. Les gens amènent leur duvet, bien entendu, ils ont leur matelas gonflable, ils ont leur tamar à l'intérieur du duvet, voilà, ils sont bien au chaud. Mais, mais j'essaye d'éliminer le plus possible tout ce qui fait barrière. Depuis le début que j'emmène des gens chez les Kéros, parce que j'ai d'abord passé 10 ans à y aller seul, avant de commencer à emmener des gens, et dès les premières personnes, ben, ça a été en très petits groupes, hein, maximum 4, 5 personnes, 5 ça fait déjà beaucoup, et ça a toujours été chez l'habitant, chez mes compadres, en partage avec eux. C'est-à-dire, on ne sort pas comme, les, comme on le fait quand on fait du trekking au Népal ou même dans les Andes, etc. On ne sort pas nos assiettes, nos couverts. On mange avec les gens dans leurs couverts, dans leurs assiettes. Il y a forcément des surprises parfois, mais on est en altitude, donc il y a pas vraiment de danger de tomber malade. Et on mange de la soupe de pommes de terre, de la soupe de pommes de terre séchée avec eux. Nous, on apporte des compléments dont on sait qu'ils sont appréciés et que eux recherchent lorsqu'ils vont à la ville, comme le pain, le fromage, parce que au temps de l'Empire Inca, tu vois, de la même manière que les Grecs disaient que ceux qui ne parlent pas le grec étaient des barbares, pour les Incas, ceux qui ne mangeaient pas de pain étaient les barbares. Donc le pain, c'est quelque chose de très important.
Donc, on amène quand on amène du pain, du fromage, de la feuille de coca, bien sûr, ça c'est vital, hein. Un petit peu d'alcool, une petite goutte de pisco, du tabac brun, des choses comme ça qu'on peut partager ensemble. Tout de suite, ça crée les liens. Voilà, ça crée des liens, ça permet de partager des choses. Et on marche ensemble dans la nature, on fait le pique-nique ensemble, on mange tous ensemble. Et quand on arrive le soir à l'étape, ben, on est avec nos amis dans la maison. Et alors c'est très précaire, bien entendu, et on mange ensemble le repas familial. Ils nous invitent. On a notre place comme invité, comme tous les gens qui traversent leur territoire, qui viennent d'autres communautés, il y a la place de l'invité. Et ensuite, on est logé dans une petite maison à côté, ou s'ils sont dans une grande maison, on est logé chez eux. Donc il n'y a pas cet éloignement dans le sens où on établit un camp un petit peu à l'écart et on va les voir pour les prendre en photo, donner un stylo, une petite pièce ou des vêtements qui ne leur servent à rien, nos vieilles frusques, comme on dit, euh, et, et, et où là, l'échange devient vraiment vertical et très peu intéressant et même ennuyeux parce que ça leur porte préjudice finalement, parce que ça porte préjudice à ceux qui viennent après, parce que ceux qui viennent après, bah, voilà, ah ouais, bon, bah, eux, c'est les crétins qui viennent, qui croient qu'ils nous font plaisir en nous donnant leurs vieilles frusques usagées, qui donnent des bonbons et des stylos à nos enfants. Enfin voilà, c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus intéressant d'être dans le partage. Je me souviens d'avoir accueilli un traiteur, Sylvain, on est encore en contact aujourd'hui, euh, d'avoir accueilli un traiteur parisien qui s'est retrouvé dans une cuisine inca, on va dire, vraiment le foyer sur le sol, avec une céramique, avec un trou pour mettre le combustible et deux trous au-dessus pour mettre les casseroles, et puis bah, qui s'est retrouvé à faire la cuisine avec la dame de la famille, et ils ont fait la cuisine ensemble. C'était magnifique de voir ça, quoi. Ça, c'était vraiment beau. Et puis on observe la vie du territoire ensemble, les condors, les animaux. Et ce qui est central et ce qui fait vraiment la différence, c'est que ben, on va aller à un endroit, on aime bien le mot sacré chez nous, peut-être parce qu'on a perdu un peu ce sens du sacré, mais on va aller vers un lac sacré sous une roche, dans un abri sous roche, et on va aller avec un chaman de la communauté, mais chez les Kéros, ils le sont tous, hein. Donc on va aller faire une offrande à la terre et aux esprits des montagnes. Voilà, une cérémonie qui peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, selon les caractéristiques de la cérémonie. Et c'est une cérémonie de communion où on est tous ensemble autour du textile qui sert d'autel et où on va faire les offrandes qui sont et nos demandes, hein, qui sont faites à des kintu. Un kintu, c'est un petit bouquet de 3 feuilles de coca. Donc, faire nos demandes en soufflant sur le kintu, hein, nos demandes sont faites par le souffle hein, sur les feuilles de coca. On fait nos demandes de pardon, de gratitude aux apous, les esprits des montagnes, à la Pachamama. Et c'est ensuite, à la fin de l'offrande, le chaman, l'officiant, le paco, comme on dit chez eux, qui va dire oui, c'est bon, ça, quand il va brûler l'offrande, il va dire oui, c'est bon, ça a été accepté, ils ont reçu l'offrande. Voilà. Donc voilà, cette cérémonie est extrêmement belle. Elle est toujours vraiment elle se fait toujours dans un esprit de communion et on sent que les gens qui y participent euh, sont émus pendant la cérémonie et après et à chaque fois c'est toujours un moment marquant de leur voyage pour eux. Et comme tu l'as très bien dit, c'est pour des petits groupes de 4, 5 personnes, mais tu Oui, as aussi travaillé sur la destination du Machu Picchu ah et tu oui, as travaillé sur justement, comment une destination aussi populaire que le Machu Picchu, que Cusco et cetera, et bien là, c'est beaucoup plus difficile à gérer
et donc d'où la nécessité vraiment de faciliter la coopération entre les acteurs afin de préserver, la destination. Tu peux nous partager un peu ton expérience par rapport à ça? Comment tu as vécu ça? Quels ont été, justement les défis, mais aussi, les succès que vous avez pu accomplir? Mais j'ai commencé à aller à Machu Picchu d'abord comme accompagnateur de voyage, hein. Ensuite, j'y suis allé donc plusieurs fois. J'ai fait le chemin de l'Inca. Alors, ce qu'il faut d'abord considérer, c'est que Machu Picchu, ce n'est pas seulement la cité Inca qu'on voit sur les photos. Ça, c'est en fait une toute petite partie d'un espace protégé, partagé, qui s'appelle le Sanctuaire national historique de Machu Picchu, qui est un grand espace entre les sommets glaciaires, entre un sommet glaciaire qui est le Salcantay et la forêt tropicale haute. J'aime bien, les Anglais parlent de la rainforest en bas, la forêt des pluies, la cloud forest, la forêt des nuages, celle qui couvre les flancs des Andes depuis l'Amazonie, en remontant le long du flanc des Andes jusque vers 2000, 2005, parfois 3000 mètres. Donc on est dans un espace très très divers où il y a une nécessité de conservation de la nature, une nécessité de connaissance et préservation du patrimoine archéologique construit, visitable et visité ou pas, où il y a des gens qui habitent, mais dont les activités paysannes sont limitées par les activités de conservation, où il y a des gens qui habitent en ville, dans la petite ville, le village d'Aguascalientes qui est au pied de Machu Picchu et dont l'intérêt, eux, est d'accueillir des touristes et d'en retirer un bénéfice le plus grand possible à travers des activités de restauration, d'hôtellerie, de vente de souvenirs, de vente d'artisanat, etc., etc. Et où on a le train qui vient, voilà, on a les autorités en charge donc de la nature, les autorités en charge de la protection du patrimoine, et on a les touristes qui viennent avec bien entendu, des opérateurs locaux, les agences locales. On a les porteurs qui se sont organisés en syndicats, les porteurs qui sont sur le chemin de l'Inca et qui visitent le chemin de l'Inca. Donc, la première vision, si tu veux, ça a été la vision de la répression et de l'interdiction. C'est ce qui s'est passé en Himalaya, par exemple, autour de la création du parc national de la Nanda Devi, où les populations qui vivaient autour de la montagne allaient faire de la cueillette ou aller puiser certaines ressources, mais d'une manière totalement bénigne, et où d'un seul coup, on leur a dit, ben non, maintenant, ici, c'est mise sous cloche, c'est un parc national, vous n'y entrez plus, vous n'y touchez plus. Donc, culturellement, là, il y a eu un choc. Et de la même manière, à Machu Picchu, il y a beaucoup d'intérêts croisés et beaucoup de chocs, en fait, hein. Un choc le choc principal se fait entre la population qui vit dans la ville qui est en bas et la population qui vit le long de la voie ferrée et les deux entreprises de train, principalement la plus grande qui s'appelle Peru Rail. Et donc là, il y a un choc parce que Peru Rail, leur intérêt, c'est de transporter le touriste, parce que l'aller-retour pour le touriste coûte entre 130 et 200, et voire même jusqu'à 700 $, hein, pour leur train de luxe. L'aller-retour pour les locaux coûte 10 soles. Alors, eux, ils ont appelé ça au début le train social, mais levé en masse de boucliers. Qu'est-ce que vous prenez pour qui? Après, ils ont appelé ça le train local, mais il est à des heures qui sont toujours des heures très très tôt le matin ou très tard le soir. Et les gens sont limités dans leur transport de marchandises pour leur restaurant, pour la construction. Donc, il y a vraiment un gros conflit d'intérêts entre la population, dont une partie s'est organisée en un groupement de défense des intérêts de la population d'Aguascalientes et l'entreprise de train. Ensuite, euh, au départ, il y a eu nécessité d'une répression des activités des opérateurs locaux parce que pour réduire les coûts, ils chargeaient les gens des communautés autochtones qui vivent autour du sanctuaire, hein,
euh, et qu'on appelle indiens malencontreusement. Et, et pour pouvoir réduire les coûts, ben, on les chargeait comme des mules. Hein, on se retrouvait avec des gens qui étaient chargés 50 kilos, 60 kilos, avec leurs sandales, en train de marcher sur le chemin de l'Inca. Parfois, il y en avait un qui tombait sur le bord et il mourait en se chopant la tête contre une pierre. Des enfants qui travaillaient aussi en portant des charges extrêmement lourdes. Donc, on a fait réduire la charge à 20 kilos. Il a commencé à y avoir énormément de monde, donc des campements chaotiques, avec un impact sur les abords des campements, avec des détritus, etc., qui était énorme. Donc maintenant, toutes les marchandises sont pesées à l'entrée et tous les déchets sont pesés à la sortie. Et il y a un calcul qui est fait de telle manière à ce que chaque agence montre qu'ils ont récupéré tous leurs déchets et qu'ils emmènent leurs déchets avec eux, qu'ils ne laissent rien sur place. Et ensuite, on a limité aussi le nombre de personnes qui pouvaient accéder au chemin de l'Inca chaque jour. Euh, Après, il y a des gens qui ont parlé de capacité de charge. Ça, c'est un concept qui est surtout utilisé en écologie pour un écosystème. Mais bon, on a parlé de capacité de charge du chemin de l'Inca, capacité de charge de Machu Picchu, qui avait été évaluée à un moment donné par des Allemands à 2500 personnes par jour. Euh, mais, euh, mais à côté, on a le Colisée à Rome qui est bien entretenu et qui accueille 10 000 personnes par jour. Tu vois, donc y a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on accueille plus de monde? Est-ce que c'est une manière de gérer l'endroit ou est-ce que c'est simplement une répression, une interdiction, une limitation? Donc, forcément, quand on part dans la répression, limitation, interdiction, etc., on choque des intérêts qui vont faire que des situations vont se tendre et qu'on va arriver à des extrêmes. La population qui vit dans le sanctuaire a parfois bloqué la voie ferrée pour protester contre les pratiques de l'entreprise de chemin de fer ou pour protester contre des projets qu'ils voyaient comme allant à l'encontre de leurs intérêts, même si c'était à tort, même si c'était des projets qui pouvaient leur bénéficier beaucoup plus. Donc on a tout ça parce qu'il y a l'imagination travaille beaucoup, hein, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là, le gouvernement, ça va nous perturber et il y a des gens qui capitalisent là-dessus en prenant un peu le leadership sur ce genre de préoccupations et en essayant de gagner de manière politique des voix. Enfin bon, c'est très très compliqué d'arriver sur Machu Picchu à mettre tout le monde à la même table. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'en 2015, on a créé un plan d'usage public du sanctuaire historique national de Machu Picchu, avec à l'intérieur une grosse partie qui est le plan d'usage touristique et récréationnel du sanctuaire national historique de Machu Picchu. Et c'est là qu'on a mis en place des politiques et des objectifs clairs, mesurables, précis, de manière à pouvoir essayer de faire s'accorder les intérêts des uns et des autres. Et j'ai fait moi-même d'ailleurs l'évaluation de la mise en œuvre du plan entre 2015 et 2019. Et surprise, les objectifs étaient quand même relativement atteints euh, pour un pays comme le Pérou, où lorsqu'on fait en général de la planification touristique, on a une réalisation après sur le terrain de 10 à 15, 20%, voire 0%. Là, on est quand même arrivé à réaliser 60% des objectifs de conservation, des objectifs sociaux, des objectifs au niveau de la préservation du patrimoine archéologique et au niveau de la population et des opérateurs touristiques. Et le facteur de succès, je pense, ça a été justement, euh, on n'a pas réussi à arriver à une communication parfaite entre tout le monde. Mais on a réussi à établir déjà des canaux de communication entre tous les acteurs qui fonctionnent plus ou moins bien.
avec des réunions périodiques, hein, avec des institutions même pour cela, et avec des représentants de toutes les parties, de manière à ce qu'il y ait une confrontation permanente, disons chaque semaine, chaque mois, hein, pour parler de comment on avance. Et je pense que ça a été le facteur de succès et sortir aussi de cette vision de, ben voilà, on fait de la, par exemple, cette vision de la nature, on fait de la conservation, hein, donc on élimine les gens. Faire de la conservation, c'est éliminer les gens du territoire où ils vivent, de manière à faire vivre la nature. Mais ce qu'on oublie, c'est que les gens, c'est la nature aussi, ils font partie de la nature. Donc, comment arriver à faire pour continuer à concilier les activités traditionnelles ou créer d'autres activités traditionnelles sur un territoire qu'il faut aussi conserver et comment faire pour que ces activités puissent même contribuer à la conservation. Donc il y a eu un gros travail là-dessus avec la population qui vit à l'intérieur du sanctuaire, alors que la politique précédente était simplement, faut les faire partir. Voilà. On leur Mmh. interdit tout, on leur interdit de construire, on leur interdit d'améliorer leur maison, on leur interdit d'améliorer leur structure, d'améliorer leur mode de vie, leur cadre de vie. On leur interdit tout et ils vont finir par partir et on pourra conserver le territoire. Forcément, ça n'a jamais marché et ça n'a fait qu'entraîner des conflits. Et puis, la population, au bout d'un moment, on est au Pérou, on n'est pas en Suède ou en Norvège, hein, où on n'est pas vraiment dans la discipline, dans le respect des institutions, etc. On a dit, les gens ont dit qu'ils aillent se faire voir, nous on fait ce qu'on veut, et ça a entraîné un peu du n'importe quoi. Donc plutôt que d'être dans une logique de confrontation, on est passé plus à une logique de développement de nouvelles activités qui pouvaient être plus intéressantes pour la population, qui pouvaient contribuer à la conservation, et de manière à assurer une transition entre les activités nuisibles à la conservation pour aller vers des activités beaucoup moins nuisibles et qui pouvaient même favoriser la conservation. Donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est un exemple qui a quand même pas mal marché au niveau de la population rurale. Parce qu'après, il y a la population urbaine. Là, au niveau de la population urbaine, on est complètement bloqué. Ouais. Donc si je comprends bien, la coopération, elle est nécessaire. Je veux dire, Ah, on ne elle, peut elle pas est, faire elle sans. est vitale, on ne peut pas faire sans. Non. Hein. Elle demande qu'on ait une vision commune. Et pour obtenir cette vision commune, eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais plus ou Oui, moins, eh bien, il faut réinstaurer le dialogue sous oui, forme d'altérité. C'est-à-dire avec comme objectif, c'est de bien comprendre quels sont les désirs, les besoins, les problématiques de chaque partie prenante et de prendre ça en compte et de co-construire ensemble un schéma qui fait sens pour tous. Et pour cela, ça ne peut se faire que s'il y a un réel dialogue qui ne cherche pas à avoir une volonté qui cherche à imposer sa volonté aux autres, mais vraiment l'envie de dire OK, on va intégrer tout ça. Il y a des moments c'est possible, il y a des moments c'est pas possible, mais au moins de comprendre pourquoi on fait pas, dans l'intérêt commun. Est-ce que j'ai bien résumé? oui. Moi, je rajouterais aussi comprendre aussi les peurs, parce que l'imagination travaille beaucoup. On a peur de l'autre et de ses intentions véritables. Hein, il y a toujours, c'est comme dans tout processus diplomatique, il y a toujours, ok, j'y vais, mais quelles sont les intentions véritables de celui qui est en face de moi? Hein, qu'est-ce Hmm. qu'il veut vraiment? Lorsqu'il me dit que il va construire un centre de visiteurs pour accueillir les visiteurs, mais que ce centre ne veut pas être dans le village, il va être plus loin. Ça, c'est pour m'empêcher à moi de travailler, c'est pour me voler mon travail. Il va y avoir d'autres artisans qui vont venir dans ce centre et nous, on ne pourra plus rien vendre, donc on s'oppose. Alors que le projet prévoit justement le contraire. Donc il y a les Mhm. peurs aussi, les peurs sont véritablement à prendre en compte.
Et c'est là que comme dans tout processus diplomatique, les experts, les experts, les consultants hein, viennent et font leurs bons offices. En gros, le travail de l'expert, du consultant ou du groupe d'experts et de consultants, on était un groupe international hein, à travailler sur le plan de Machu Picchu 2015-2019. Euh, il faut vraiment que tout notre travail, c'est un travail d'abord de connaissance, hein, d'entretien avec chacune des parties, et ensuite d'enquête, de sondage, de parcourir le territoire, d'observation, de voir tout ce qui a été fait avant, parce que depuis que Machu Picchu existe, imagine toutes les études qui ont été faites sur Machu Picchu, hein, pour la déclaration de patrimoine mondial de l'UNESCO, dans tous les sens, quoi. Hein. On a des études au niveau de la conservation, de la préservation du patrimoine. Rien qu'en parlant de la préservation, de la protection du patrimoine, euh, rien que là-dessus, on a déjà des conflits, des gens qui disent non, il faut interdire le tourisme, et d'autres qui disent mais oui, mais si on n'a pas de touristes, on ne peut pas préserver parce qu'un patrimoine qui n'est pas utilisé se, se déprécie, se détruit. Donc il y a déjà des débats internes là-dessus. Donc le Oui, travail d'une équipe de consultants, notre travail, hein, parce que j'en faisais partie, a été surtout un travail de diplomatie. À partir de cette collecte de données, aujourd'hui on parle données, cette collecte d'informations que nous avons fait à l'époque, eh ben, il a fallu faire, il a fallu conceptualiser un plan euh, et en le présentant aux différentes parties, version 1, non, là ça marche pas, voilà, on transforme, on modifie, version 2, on présente à tout le monde, ça marche pas de l'autre côté, on retransforme, on modifie, jusqu'à ce que tout le monde dise, pas comme on pourrait le croire, ouais, super, on a un super plan de développement et de gestion du sanctuaire de Machu Picchu, mais que tout le monde dise, oui, bon, ok, ça va. Comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. C'est plus, on cherche plutôt à obtenir ça comme résultat. Et quand on obtient ça comme résultat, déjà, on se dit, waouh, on a bien travaillé. Voilà. Moi, ce qui me désole toujours là-dedans, c'est le codage technocratique au niveau du langage. C'est-à-dire, on utilise un jargon, des concepts. J'ai vu la directrice du tourisme, qui est une Kouskénienne, elle a vu le document déjà en 500 pages. Moi, au départ, je leur avais dit 500 pages, il n'y a jamais personne qui va lire ça. Voilà, quand elle a vu le document et qu'elle a commencé à le lire, mais c'était la Bible en araméen pour elle. C'était un peu... Voilà, donc c'est à ce moment-là que la communication devient vraiment très importante parce que tout ce jargon technique, il faut arriver, et je pense qu'il faudrait le faire dès le départ, il faut arriver à le traduire en, en quelques idées simples, en quelques modèles faciles à comprendre et à assimiler. Et là, il y a toute une diplomatie qui n'est plus celle du départ, de réunir de l'information, sinon qui est celle d'informer correctement, de dire correctement comment on va faire les choses et de dire à chacun, voilà, en faisant les choses comme ça, vous allez en bénéficier comme ça. Voilà. Alors que si on ne les fait pas comme ça, peut-être que vous allez en bénéficier plus, mais sur le long terme ou sur le moyen terme ou même d'ici 2-3 ans, ben là, vous allez plonger, ça va plus marcher du tout. Donc voilà, c'est un peu la carotte et le bâton, quoi. Là, hein. Mais c'est vrai que une fois qu'on a le plan qui est rédigé, qui est fait, là, il y a vraiment une grosse nécessité, encore une fois, de communication, ce qu'on appelle, les experts appellent ça communication sociale pour le développement. Voilà, bon. Alors, il y a des techniques de nouveau, mais bon, c'est simplement adopter un langage simple pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on va faire ensemble en fonction de quels objectifs collectifs et en fonction de
la préservation des intérêts de chacun à un minimum. Je vais te poser une dernière question D'accord. et j'aimerais que tu y répondes en parlant du cœur et pas de Oui, l'esprit ou du oui, mental. Euh, donc, dès très jeune, tu as eu cette connexion avec les civilisations aztèques, incas, etc., cette attirance vers ces civilisations. Ensuite, oui, tu as la chance de pouvoir, d'avoir rencontré les peuples Kéros. oui. Et je voulais savoir s'il y avait un message que tu souhaiterais transmettre de ce que tu as vécu, appris avec les peuples Kéros, qui fait partie d'une philosophie de vie, ça serait lequel? J'aime bien une expression chez les Kéros. Deux expressions. La première, c'est un verbe, c'est tikarikui. Tika, alors ça se dit avec une attaque glottale, c'est tika. Et tika, ça veut dire la fleur. Tikarikui, ça veut dire fleurir. Voilà, donc il faut fleurir. Il faut que l'être humain fleurisse. Donc ça, c'est l'objectif de la vie, c'est fleurir et devenir, une autre expression que j'aime bien, devenir un munairuna, un sumahruna, munairuna. Runa, c'est être humain et, euh, et un munairuna, c'est un être humain d'amour. Donc voilà, il faut fleurir pour devenir un être humain d'amour. Donc c'est un peu l'essentiel de ce que je retiens de ma fréquentation du peuple kéro. Merci beaucoup, Antoine. De rien, François, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, vraiment. Voilà, non, je me suis régalé. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.